Donc bonjour à tous, moi je suis Jacques Carbas, je suis pharmacien des hôpitaux. Je suis pharmacien des hôpitaux et je suis depuis 2 ans, je travaille à l'ARS et je suis chargé de mettre en place ce qu'on appelle le circuit de médicaments informatisé. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est que je pense que vous avez tous senti une certaine énergie parmi les intervenants, une énergie positive. Et je pense que c'est une des caractéristiques essentielles quand on veut mettre en place une informatisation dans une structure, c'est d'avoir de l'énergie positive. C'est-à-dire qu'il faut faire le tour des popotes et puis dire, ben là, on va y aller, il faut y aller, on est des petits nageurs, mais bientôt on va passer aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc là, les questions, elles sont à poser dans la salle auprès des 3 intervenants qui, on l'a bien vu, ont une expérience et qui vont pouvoir répondre aux questions. Tani Maria, à l'Agence régionale de santé, en charge plus particulièrement du secteur médico-social, donc personnes âgées, personnes handicapées, secteur addictologie. Une question, oui, par rapport au recueil de l'accord de la personne, parce que c'est vrai que aucun en a parlé, et je pense que c'est aussi une donnée importante quand on parle de dossier patient informatisé, mais aussi quand on parle du dossier partagé, parce que je pense qu'il y a des questionnements aussi par rapport aux structures, sur comment on recueille le consentement pour d'abord le partage de ces données personnelles, mais aussi le partage avec d'autres. On a bien vu l'intérêt, et je partage complètement la nécessité de partager entre ville, hôpital, secteur médico-social. J'en suis la première convaincue, mais je pense que c'est important à clarifier et accompagner les structures dans ce consentement. Je dirais simplement que j'abonde tout à fait dans ce sens. C'est un oubli de taille. Hein. J'ai fait allusion tout à l'heure à la CNIL, voilà, l'autorisation d'utiliser les données, mais effectivement, par rapport à l'informatisation, je parle de mon quotidien. Hein. Donc, effectivement, on n'a pas de support encore informatisé pour dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Néanmoins, comme à mon niveau, on est toujours informatisé et encore papier, nous gardons dans le dossier médical le document sur lequel le patient nous autorise à utiliser ces données pour le dossier informatisé. En même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas systématique. Comme par exemple, pour la biologie, est-ce que vous voulez ceci, cela? Non, ce n'est pas fait. En même temps, il y a un support et on essaie de l'utiliser. Mais la remarque est pertinente et il faudra justement qu'on s'y colle, si je puis dire. En fait, nous, à l'admission, nous, on a un contrat d'établissement où c'est mentionné clairement que dans le cadre de sa prise en charge, il donne son accord à ce que les informations le concernant soient partagées dans le cadre de sa prise en charge en fait. Donc nous, dès l'admission, c'est déjà mentionné. Je l'ai lu hier, pas plus tard qu'hier, l'article 6 du contrat d'établissement. C'est mentionné, oui. Mais est-ce qu'on interroge le patient pour cela? Je vous ai dit que nos patients, ils sont sous tutelle, sous curatelle. Donc, c'est les tutelles, c'est les juristes qui sont derrière nous. Donc, c'est encore plus... voilà. Oui, alors c'est sûr que pour nous aussi, c'est une question importante. Hein. Mais je ferai d'emblée la différence entre le contrat d'un établissement, tel que ça vient d'être dit, et puis les données qui sont partagées entre plusieurs établissements. Pour parler du DPI, du CLB, c'est une information qui est donnée dans le livret d'accueil au moment où les patients arrivent, en leur disant que que leur dossier est informatisé et qu'il n'y a pas d'alternative à cela. S'ils ne veulent pas que leurs données soient informatisées, ils ne pourront pas être pris en charge par la structure, parce qu'on n'a pas d'alternative. En revanche, dans le cadre du parcours et du recueil des habilitations pour un dossier partagé, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, mais là, effectivement, il y a un consentement qui doit être explicite et signé par le patient, ce qui est aussi en soi-même une réelle contrainte.
Et là, on a réfléchi à plusieurs problèmes en Rhône-Alpes, mais globalement, on a évalué que la prise en charge d'une habilitation pour un dossier partagé, c'est 1/4 d'heure par patient. Rhône-Alpes, c'est 6 millions d'habitants. Donc vous voyez le nombre de quarts d'heure à passer. Donc il y a un certain nombre de structures qui s'organisent pour prendre en charge ces habilitations. Donc ça marche, mais c'est du temps et donc c'est cher. On a trouvé en Rhône-Alpes une habilitation non pas à l'ensemble du dossier, mais à un document. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on passe par Zepra. C'est-à-dire que Zepra, ça dématérialise un courrier entre un médecin et un autre médecin, et donc ça, c'est admis par le patient et il n'y a pas besoin d'une habilitation formelle. Donc Zepra permet au moins cet échange de courrier sans passer par les habilitations. Et en fait, à mon avis, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre du portail patient au CLB pour l'instant, mais dans d'autres établissements aussi, c'est qu'on va demander par l'intermédiaire des portails aux patients eux-mêmes d'habiliter les médecins qui vont les prendre en charge. Et je pense que là, on va une fois de plus gagner en efficience. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors moi j'ai une question à poser aux trois intervenants. Ils ont une expérience de la mise en place de ce dossier patient informatisé et j'aimerais leur demander quel est dans leur expérience l'élément le plus positif, ou dans leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont vécu de plus positif et qu'est-ce qu'ils ont vécu de plus négatif, pour que nous prenions éventuellement en mémoire l'écueil principal qu'ils ont traversé. Qu'est-ce que c'est qui a été pour eux l'élément le facteur le plus freinant, et au contraire, qu'est-ce que c'est qui leur a apporté comme satisfaction? En peu de mots, et d'après leur expérience personnelle. Bien, ce qui me concerne, c'est toute la lourdeur des échanges, de l'incompréhension avec ceux qui ont la visée technologique, technique, qui ne comprend pas tout de suite ce que je veux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai besoin d'un outil informatisé qui me permette de gagner du temps et d'être plus pertinente dans ma prise en charge. Une fois passé cet écueil, une fois que j'ai bien compris et mesuré la problématique, eh bien tout naturellement je m'y suis engagée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnel soignant qui a commencé vraiment à insister pour qu'on puisse continuer, même si c'est difficile. Donc l'élément porteur vient de là également. Donc c'est ça, tous les agents sont intéressés, tous les agents s'y mettent. Et surtout, on a eu l'occasion de le dire, un personnel qu'on voyait d'une manière, et autour du dossier informatisé, il s'implique, il remplit, on a des informations, et l'enrichissement, en quelque sorte, du dossier patient. En fait, c'est jamais évident encore. En fait, au début, quand vous parlez, vous avez un support papier, on vous demande d'abandonner ça et passer le support informatique. C'est jamais évident. Même moi, en ce qui me concerne, je ne me suis pas dit. Et moi, j'ai déjà une expérience. J'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. Mais je me dis, et les autres, je pensais déjà à certains infirmiers, à certains aides-soignants. Nous, on a des jeunes employés, ils sont à leur première expérience professionnelle. Quelle est leur habitude dans leur vie au quotidien? Est-ce qu'ils vont adhérer? Parce que le défi, c'est ça. Où tout le monde y adhère, où on n'y va pas du tout. Et comment faire pour que tout le monde y adhère? Et c'est vrai, les gestionnaires, ils arrivaient devant certaines résistants, ils disent, mais je l'avais déjà expliqué ça il y a 2 semaines. Je dis, mais mec, il faut aller quand même, quoi, parce que tu n'as pas le choix. Ou on continue ensemble, ou on arrête les contrats. Et toi, je pense que tu n'as pas envie de ça. C'est ça aussi, en fait. Et puis, je pense que les gens, quand ils se sentent écoutés, ils font une remise en cause automatiquement. C'est devant les blocages, il ne faut pas être agressif, être dans l'opposition. C'est d'aller voir, ben, moi j'y adhère, quelles sont
réticences en fait. Et les gens, du moment où ils se mettent à parler, je pense que le débat est possible, quoi, et le changement est possible. C'est ça surtout en fait, c'est vraiment assurer une continuité de suivi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plaintes et en fait plus de demandes en fait. C'est ça le secret. Mais c'est jamais évident comme ça et non, on y arrive, non. Je mentirais si je dirais que c'est le contraire. Merci, docteur Biron. Moi, personnellement, il est clair que c'est un changement de culture. Nous, on a la chance que ça soit passé sur des années, mais ce qui continue de m'agacer profondément, c'est les contraintes technologiques. Le temps passé à chercher la roco vocale pour dicter nos trucs, etc. Et j'ai fait de la chasse au clic, comme je dis, depuis des années pour essayer justement de fluidifier la pratique des gens. Bon, voilà, on est en but à ces contraintes. Je pense que l'informatique a fait tel progrès que c'est évident que ça s'améliore. Ce qui est incomparable en termes de qualité et de confort, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que en quelques clics, justement, on accède à l'ensemble des données qui nous permettent de prendre des décisions médicales appropriées. Et ça, c'est incomparable avec le papier, si on compte qu'en plus de ça, on peut, grâce au VPN, accéder à son dossier depuis son domicile, et que ça change aussi notre vision des astreintes et des gardes, parce qu'on a tout, même en étant chez soi avec son petit ordi, et ça c'est aussi un confort remarquable. Je voudrais poser 2 questions au docteur Biron, pour commencer, puis une au docteur Sangaré par la suite. Est-ce que vous pouvez évaluer, au début, est-ce que vous pouvez évaluer le temps de travail et le nombre d'emplois que le Centre Léon Bérard a dû créer pour mettre en place le dossier patient informatisé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment êtes-vous passé... quelle a été votre démarche dans le cadre de leur virtualisation du dossier papier? Parce que nous avons quand même une réglementation qui est de conserver les dossiers patients. Et comment est-ce que vous avez fait? Combien de temps ça a pris? Et est-ce que vous avez sous-traité? Un peu tout ça. Très bien. Alors, là encore, deuxième question, troisième question, difficile, comme la première. Évaluer l'efficience d'un dossier informatisé, c'est très compliqué, et d'ailleurs on travaille avec l'ANAP sur le sujet. C'est pas simple. Ce que je peux dire, c'est que depuis 1995, l'activité du Centre Léon Bérard a augmenté de 700%. Dans le même temps, on est passé de 700 à 1000 soignants, docteurs, infirmiers, etc. Le nombre d'infirmiers, de secrétaires et d'assistantes médicales a légèrement progressé, mais beaucoup moins que le nombre de médecins qui ont été recrutés. Le service alors ça a été un choix de l'établissement de poursuivre dans un développement interne. Il faut savoir que le personnel, tout le service informatique, donc pour les 1500 personnes qui travaillent au Centre Léon Bérard, c'est 10 personnes. 10 personnes, dont 5 en exploitation et 5 en maintenance. Donc c'est pas très lourd. Et donc c'est difficile de savoir exactement. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas augmenté le personnel dans l'optique de l'informatisation. Toute l'informatisation a été faite dans l'optique inverse, c'est-à-dire de ne pas augmenter le nombre de personnel, voire de le diminuer. Et je vous donne un contre-exemple. Quand je suis arrivé au Centre Léon Bérard, il y avait 15 archivistes. Sur les 600 personnes qui travaillaient à l'époque, il y avait 15 archivistes qui travaillaient à brasser du dossier. Tous ces archivistes
ont disparu. Et il n'y a plus d'archivistes au Centre Lombard. Les éléments les meilleurs et qui étaient motivés, parce que je pense que la motivation c'est fondamental, ont vu leur métier changer, et c'est devenu des gens qui justement font l'intégration des CD-IN par exemple, et intègrent les CD à la volée pour qu'on puisse les regarder. Donc, en termes de masse de personnel, je pense que l'informatisation, ça valorise le travail des gens plutôt que l'inverse. Et je crois que c'est ça qui est important de retenir. Il y a d'autres métiers. En tant que métier. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on a fait en termes de transition n'est plus d'actualité parce que c'était trop, c'est trop vieux. Je pense que la transition papier, informatisation et support informatique, elle doit être beaucoup plus rapide maintenant qu'elle n'a été chez nous. Mais il faut savoir que quand on a commencé, il y a des ordinateurs chez certains médecins. On peut pas dire qu'ils n'étaient pas utilisés. C'est qu'ils n'ont jamais été sortis des cartons dans lesquels on les avait amenés dans leur bureau. Donc voilà, on partait de loin. Maintenant, c'est plus le cas. Donc je pense que la transition, à mon avis, il y a une transition forcément à faire, mais je pense qu'elle doit être la plus courte possible. Et il vaut mieux travailler par pilote, preuve de concept et généralisation. Je parle sous le contrôle de Didier Alain, je ne sais pas si j'ai raison, que de faire des choses aussi brutales qu'on a fait nous, par exemple quand on a enlevé les machines à écrire pour les remplacer par des ordinateurs. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix. Et je voudrais terminer par une question au docteur Sangaré. Vous avez dit que vous étiez quelqu'un qui ne déléguait pas, mais j'ai entendu aussi que votre psychiatre faisait saisir la prescription médicale par l'infirmière. Et du coup, ça me perturbe un petit peu parce que pour moi, justement, l'informatisation du circuit du médicament, ça passait pas par ce genre de pratique, quoi. Alors comment vous, en tant que médecin coordonnateur, vous arrivez à gérer ces pratiques que je dirais de notre temps? En fait, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour notre collaboration qui est d'une qualité excellente. C'est pas seulement que notre logiciel qui s'adapte à nous, au profit de nos patients, vous aussi. Et c'est l'occasion pour moi de vous en remercier, en fait, et l'ensemble du personnel du CMCK. Non, je pense que je me suis mal exprimé. Il fait ses prescriptions, mais quand c'est rédactionnel, c'est ça, en fait. Et prescription, je vous ai dit, que le logiciel nous guide. On fait juste des clics. On va dans l'onglet médicaments et le logiciel nous guide, en fait. C'est la chose la plus facile pour lui. Mais c'est ce qu'il dit. Parce que c'est la prise en charge psychiatrique où c'est très rédactionnel, en fait. Et moi, c'est fait tel diagnostic, j'y pense, oui, je vais ça. Mais lui, il faut qu'il écrive. Donc, lui, il dit que ça lui prend du temps. Donc, du coup, il va voir l'infirmière. Pour moi, je suis taquin, moi. Donc, je les taquine par rapport à ça. Et je dis, mais qu'est-ce que tu en as besoin? Mais je dis, entraîne-toi chez toi, sur tes claviers. Mais je dis, mais voilà. Et non, c'est pas les médicaments, il fait ses prescriptions, mais c'est juste tout ce qui est rédactionnel, qui délègue ça. Même pas souvent, je pense qu'il est fait, mais je l'ai surpris une ou deux fois, je lui ai posé la question. C'est ce qu'il m'a raconté, en fait. La reconnaissance vocale peut pallier à cette situation. Personnellement, je suis une adepte de la reconnaissance vocale et mes dossiers sont plus conséquents, mes commentaires, mes synthèses hebdomadaires. Donc là, je peux en écrire des tonnes. Mais avant, c'était l'essentiel. Didier Allen de la NAP. Oui, je voudrais ajouter un mot sur dossier papier, dossier informatisé. En fait, c'est un sujet extrêmement lourd. Hein. Sur la plateforme Mon Habitat Numérique, ça fait partie des documents qui sont les plus consultés et demandés. Hein. Comment on passe vers le zéro papier, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il faut mettre en balance deux risques qu'on a bien vus là. Il y a effectivement le risque de non-conformité juridique du fait de dématérialiser des dossiers pas tout à fait de façon 100% conforme à ce qu'exige le droit. Hein. Mais de l'autre côté, il y a le risque de faire cohabiter un support papier et un support informatisé qui génère lui-même des risques cliniques importants, et donc potentiellement d'ailleurs du risque juridique.
Donc on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de centres qui ont fait le pas, et je pense que le CLB, mais d'autres, quel que le CLCC, des hôpitaux publics, c'est pas des fous furieux en termes de gestion de risque juridique. Donc s'ils ont fait le pas, c'est qu'ils ont aussi fait la balance entre le risque de non-conformité sur notamment la signature électronique, en particulier quand on intègre des documents de l'extérieur, la capacité à authentifier que le document vient d'une personne particulière, et puis le risque clinique qu'on fait porter aux patients en ayant de support. Après, vous avez le support informatique, c'est ce que vous disiez, et le support papier, c'est quoi le support de référence? Et on dégrade d'ailleurs progressivement la qualité du support papier, c'est ce que vous avez dit. On ne sait plus bien où est-ce qu'il faut aller, ça génère du temps, des organisations. Voilà, donc il y a bien cette balance qu'il faut bien analyser et qu'il faut bien prendre en compte pour faire ses choix pour aller vers le zéro papier. C'est un sujet compliqué, je vous l'accorde. Il est clair qu'au CLB, le dossier source, c'est le dossier informatisé. Il n'y a aucun doute sur la question, et ça, comme le dit Didier Alain, ça a pris un peu de temps. Et ça a pris un peu de temps. On fait beaucoup de recherches. On est un des centres les plus actifs en termes de recrutement, en recherche clinique, en cancéro. Ça a pris beaucoup de temps pour le faire admettre, ne serait-ce qu'aux laboratoires et aux firmes pharmaceutiques. Mais c'est clair que c'est la source, c'est l'informatique. Et le papier n'est qu'une impression ou une édition de ce dossier informatisé. Je conçois tout à fait que c'est comment dire, l'intérêt, c'est d'avoir le dossier informatisé. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes en démarche collective. Donc nous suivons les étapes, le développement des étapes successives. Donc autant la partie observation médicale est informatisée, la biologie ne l'est pas, donc c'est dans des dossiers, on peut les scanner, mais enfin il y a aussi ça. Donc tout ce qu'on espère, c'est que les choses aillent plus vite et qu'on puisse passer complètement au dossier informatisé. Bonjour, Frédéric Perrotti, je suis pharmacienne au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis convaincue, moi vous n'allez pas me convaincre, c'est fait ça. L'énergie positive, je l'ai. Par contre, tout le monde ne la partage pas dans l'établissement. Donc j'aimerais savoir deux choses. Premièrement, vous l'avez déjà évoqué dans vos présentations, c'était plutôt quelles sont les clés de la réussite. Mais surtout, après, en mettant un peu plus loin les mains dans le cambouis, comment on s'y prend? Quelle est l'équipe qui va aller dans les services? Comment on sélectionne les services pilotes? Il y a du temps de paramétrage qui est important pour les pharmaciens, n'est-ce pas, Jacques? Et puis, il y a du temps derrière aussi pour aller faire adhérer tout le monde, pour former, pour que ce soit pris en charge au quotidien. Et il faut des personnes ressources au niveau informatique et au niveau utilisateur. Est-ce que dans vos expériences, je pense qu'il y a autant d'expériences que de possibilités, mais je sais que les pharmaciens sont souvent beaucoup sollicités, mais nous, on ne nous donne pas forcément les ressources supplémentaires. Donc, comment ça s'est déployé dans vos établissements pour que ça passe? J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure que l'apport institutionnel est conséquent. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une réponse positive de votre administration pour vous accompagner dans cette démarche-là. Il faut qu'il soit convaincu. Donc, il faut aller, il faut intervenir au niveau du comité de pilotage, exposer vos difficultés. Vous êtes là, vous avez besoin de ça, ce qu'il faut. Enfin, vous dites que vous êtes convaincu, et bon, il faut y aller en frontal et puis leur dire que c'est le passage obligé, si je peux le dire. Et puis, il y a aussi, le directeur de la RS a dit tout à l'heure, il y a des accompagnements. Donc, peut-être qu'avec votre pharmacien, qu'à un moment, on puisse dégager, je vous avais pas vu, qu'on puisse dégager des moyens pour justement faire au niveau de la pharmacie. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a pu obtenir des choses. Sans ça, sans l'accompagnement du GCS, sans les finances, voilà, on n'aurait pas pu démarrer. Ça, c'est important.
Et puis au niveau des services, trouver un référent et puis qu'on lui dégage du temps sur cette problématique. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. L'accompagnement est très, très, très important. Ce micro-là, il me réussit beaucoup plus. Non, et moi je pense qu'à votre question, c'est le directeur de la maxillaire. S'il peut répondre en partie à votre question, comment il s'en est pris. Mais je pense qu'il est confirmé là où il peut l'infirmer. S'il avait fait un petit sondage à tous les niveaux, comme moi je l'ai fait là pour recueillir les avis des Indes, est-ce que vous souhaiteriez qu'on passe à un support informatique? Je ne pense pas qu'on leur ait dit oui, je vais moi, on fonce. Non. Et c'est ce qu'on y va. Ben, je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? C'est quoi vos difficultés? J'ai même les moyens à votre disposition. Je pense que ça a été sa démarche. Quand un directeur monte l'étage, c'est quoi votre difficulté? Bon, on va trouver une solution. Et vous avez appelé monsieur les gestionnaires. Et s'il ne répond pas, c'est lui-même qui l'appelle. Je pense que, en fait, les gens, ils ont raison de mettre des réticences. C'est à nous de trouver des réponses à ces réticences-là. S'il y a un secret, c'est ça, en fait. S'ils ont une résistance, oui, c'est quoi? On apporte une solution. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses beaucoup plus encore. Non, je ne pense pas en fait. Et quand on évoque les questions de moyens, si vous dites non, on n'a pas de budget, là, vous bloquez la situation. Bon, on n'a pas de moyens, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, c'est votre projet, c'est à vous d'apporter les solutions aux problèmes évoqués et pas ceux qui évoquent les difficultés. Je pense que si on reste comme ça, on est bloqué en fait. Ça demande du management quoi, en un seul mot. Oui, moi je peux que confirmer. Hein. À mon avis, pour réussir un projet, il faut une direction qui est la vision et qui est la volonté d'y arriver. Il faut un service informatique, un SEO qui soit efficient et qui lui aussi soit motivé, parce que sinon on ne pourra pas y arriver. Et effectivement, il faut s'appuyer sur les gens qui ont envie de bouger parmi les utilisateurs, que ce soit les médecins ou les soignants, comme vous l'avez bien dit ce matin. Je pense que ça, c'est important. Et ensuite, pour choisir, ça, c'est pas très facile, pour choisir les études pilotes, je pense qu'il faut analyser des process qui embarquent différents acteurs. Le circuit du médicament, c'est vrai, il est caricatural. Mais ça implique le médecin dans sa prescription et toute la chaîne qui met en route simplement par sa signature, le pharmacien qui va faire la préparation, et puis les soignants qui vont faire la distribution. Et là, il faut, c'est un bon moyen de faire avancer les gens, effectivement, sur des services particuliers, de façon à faire la preuve que ça marche avant de généraliser, je pense. Est-ce qu'on continue avec un Télitex sur Siemens pour la psychiatrie? On trouve qu'il n'est pas très ergonomique. Moi, j'avais l'expérience, j'ai travaillé longtemps groupement hospitalier on utilisait Cariatide, qui franchement était un outil très agréable, très ergonomique. Là, avec Siemens, on est un peu en difficulté. Est-ce qu'on attend on va persister, mais est-ce qu'on attend que le GCIS développe un outil pour toute la Guyane avec un outil de prescription, voilà. Donc, on a un peu partagé, à la fin un peu manque de moyens au niveau des postes informatiques. En extra-hospitalier, on a un poste sur deux. Bon, c'est un peu compliqué au niveau des professionnels de pouvoir rentrer toutes les données. Et ensuite, au niveau du logiciel lui-même, franchement, moi j'ai l'habitude, ma compagne aussi, pendant des années, on a utilisé un logiciel Cariatide sur un Nice. Là, il est on est un peu en difficulté, il n'est pas pratique, voilà, il manque des trucs, les traitements retard, ils sont pas prescrits. Voilà. Donc, est-ce qu'on attend un peu, ou est-ce qu'on continue, ou alors est-ce qu'on attend que vous fassiez un magnifique DPI pour toute la Guyane? Oui, écoute, j'avais prévu en début d'après-midi, d'ailleurs je parlerai en début d'après-midi lors de l'introduction sur les enjeux et les perspectives du parcours de soins informatisé en Guyane. Mais bon, puisque tu me poses la question, je vais devancer légèrement. L'objet, c'est de faire quelque chose qui soit le plus harmonisé, cohérent et admis par l'ensemble de la population médicale, soignante, etc.
Donc, on va bien sûr tenir compte de l'existant. Il va y avoir toute une phase de discussion entre le moment où il y aura sur les sites d'appel d'offres ou de dialogue, le type de marché sera précisé dans quelques semaines, enfin courant mars. Et effectivement, il va se passer de nombreux mois où il va y avoir effectivement une consultation des professionnels de santé. Ceux qui ont un outil qui fonctionne bien, ils en sont contents, etc. La question se posera effectivement de le garder en l'état et de l'intégrer pour le partage nécessaire des données au sein du dossier patient informatisé global, régional et partagé. Bon. Pour ceux qui ont des outils qui ne sont pas efficaces ou pour lesquels ils ne sont pas contents, là, la question ne se posera pas. On ne va pas garder quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on passera directement, dans le cadre du DPI, à la brique qui va bien pour chaque professionnel. Il y a des dossiers dans plusieurs domaines. Les urgences sont souvent des dossiers spécifiques. Les SAMU ont souvent des dossiers spécifiques. En gynécologie, avec gynéologue, il y a également un outil spécifique. Mais tous ces outils ne font pas tout. Donc, on va tenir compte de l'existant. Les professionnels seront consultés. Ça va se passer sur plusieurs mois. Globalement, on va dire de mars à septembre à peu près. Hein, où là, effectivement, avant de prendre la décision finale de l'achat, chacun pourra dire s'il veut ou non garder son outil. Ensuite, les professionnels devront dire si, en le gardant, cet outil peut être interfacé et partagé. S'il y a des coûts d'interfaçage qui sont, par exemple, trop importants, peut-être qu'on essaiera de convaincre qu'il vaut mieux passer sur autre chose. Donc, globalement, il va y avoir un dialogue. Ce dialogue permettra effectivement à chacun de s'exprimer. Et quand un outil, comme tu le dis, n'est pas satisfaisant, n'insistez pas. On va avoir rapidement quelque chose d'opérationnel, notamment pour le sanitaire, d'ici, j'espère, le début de l'année 2017. Donc, début d'installation. Donc, voilà les échéances. Hein, c'est début de l'année 2017. Mais j'en reparlerai en début d'après-midi. Merci. Didier. Oui, je voulais apporter deux petites précisions méthodologiques par rapport aux questions sur les ressources nécessaires, hein, qui ont un peu tourné dans la salle. Alors, déjà, pour les équipes de direction, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de se dire que on va pouvoir externaliser, s'appuyer sur des prestataires pour tout faire, y compris des assistances à maîtrise d'ouvrage. Il y a des parties qui sont non délégables, en particulier le paramétrage. Donc quand on dit paramétrage, en fait, c'est tout simplement toute la connaissance métier qu'on va formaliser dans un logiciel. Ça, c'est non délégable. Donc on ne peut pas imaginer qu'une assistance à la maîtrise d'ouvrage puisse prendre en charge ces activités. Si vous avez besoin de repères, grosso modo, la charge qui revient aux acteurs métiers dans un projet d'informatisation, c'est à peu près l'équivalent de la charge que vous allez compter pour la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les équipes informatiques et les prestataires. C'est un rapport de 1 à 1. C'est-à-dire que vous avez 100 journées d'informaticiens, vous allez avoir 100 journées métiers. Ça, c'est pas compliqué. Et la deuxième mauvaise idée pour une équipe de direction, c'est de se dire, finalement, on va essayer de minimiser les ressources et les coûts métiers, parce que c'est les coûts les plus difficiles à trouver. Enfin, c'est les coûts, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus rare, plus difficile à trouver. On va essayer de minimiser pour essayer de rentrer dans l'enveloppe. Et là, si on ne met pas les ressources, en fait, on tue le projet. Donc, il ne faut surtout pas mégoter sur ces ressources-là, parce que si on mégote, il ne faut pas y aller, quoi. Là, on dépense de l'argent pour rien. Donc, il faut mettre les ressources internes qui sont en grande partie non substituables au bon niveau, sinon on ruine l'investissement. Voilà. Alors après, les approches chiffrées, tout ça, c'est un travail de construction de projet hein, qui nécessite des méthodes. Mais premier message, n'imaginez pas que tout est externalisable à partir d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça a été essayé, ça n'a jamais marché. Et mettez le bon niveau de ressources, sinon le projet il est mort d'emblée, quoi. Voilà. Mais lorsqu'on a des pratiques, comme dirait Mme Royer, d'un autre âge, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas justement remettre en question tout le processus pour que tout soit en adéquation, non seulement avec l'outil informatique, mais également avec la réglementation? Je n'ai pas très bien compris la question, en fait. Excusez-moi. Alors, je vais prendre l'exemple du psychiatre que vous dites donniez qui délègue, d'accord? Techniquement, il est responsable de son action, d'accord? Légalement, il n'a pas le droit de le faire.
logiquement, il est responsable. S'il y a une erreur, c'est lui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du côté informatique, l'outil, il est cadré. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. À plusieurs reprises, vous avez dit que l'outil s'adaptait à la pratique. Sauf que dans la réalité des faits, on se rend compte que ce n'est pas souvent possible. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas justement remettre en cause tous ces circuits, tous ces processus, de façon à ce que les deux soient en adéquation? Non, mais lui, c'est un gain de temps, c'est pas un obstacle pour lui. Il fait ça pour un gain de temps. En fait, elle disait qu'il y a les trucs vocaux, lui, il les faisait avant. Mais la secrétaire, elle peut saisir les comptes rendus médicaux et puis voilà, faire signer par les professionnels. Ça n'a rien d'illégal, je pense pas. Un secrétaire médical est aussi tenu par le secret médical, tout comme les médecins. Donc, il n'y a rien d'illégal. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Une secrétaire médicale, elle est aussi tenue par le secret médical. Donc, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Non, il y a, à mon avis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien d'illégal. C'est ce qu'il fait. Donc, et c'est un gain de temps pour lui, ce n'est pas un obstacle. C'est un gain de temps. Je vous dis, c'est le côté rédactionnel. Mais tout ce qui est diagnostic, les traitements et renouvellement, il les fait. Il les fait super bien. Il les fait très bien. Merci. Pierre Biron va finir juste... un complément, je pense que vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas considérer que l'informatisation va régler les problèmes. L'informatisation, elle règle aucun problème. Elle améliore la qualité de nos pratiques. Et effectivement, nos pratiques, elles doivent évoluer au fur et à mesure pour être de meilleure qualité. Et l'informatisation est une aide à ça. Et ce n'est pas l'inverse. Merci. Donc, il est. Bertrand. Merci à tous. Oui, ma question s'adresse à Pierre Biron par rapport effectivement à notre problématique actuellement de messagerie sécurisée de santé, avec APICRIP qui n'est pas dans l'espace de confiance de la ZIP et l'AMS Santé qui n'a pas d'usage. Donc on est pour l'instant dans cette difficulté. Alors j'ai vu que vous avez dans votre DPI intégré effectivement les échanges sécurisés avec la partie messagerie grâce à Zepra. Finalement, Zepra, c'est une solution régionale à cette problématique à la fois d'une messagerie qui a des usages mais pas d'agrément de confiance et une autre qui a l'agrément de confiance mais pas d'usage. Alors, j'ai trois choses à dire. Premièrement, les valeurs de CISRA, c'est de dire utilisez les usages CISRA, faites les connexions avec CISRA et CISRA s'occupe du national. CISRA se met en conformité avec le DMP, se met en conformité avec la MSS. Donc, dans le cadre de Rhône-Alpes, Zepra est parfaitement dans l'espace de confiance de la ZIP, et donc APICRIPT qui transite par Zepra est lui aussi totalement dans l'espace de confiance de la ZIP. Et ça, les conventions, elles ont été signées entre la ZIP et CISRA, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc ça c'était une volonté effectivement affichée d'être dans les clous du DMP, parce que ça s'impose à nous, c'est la loi. Mais d'un autre côté, on a pris un peu d'avance grâce au rapprochement d'identité, comme je l'ai dit, qui est l'IPPR. Mais l'IPPR, il s'effacera. Donnez-nous le numéro unique de santé et nous, on sera dans les clous du jour au lendemain. Et c'est la seule façon, parce que l'AMSS, pour l'instant, elle n'a pas de lien, c'est-à-dire elle identifie les messages, mais elle n'identifie pas le patient. Donc il n'y a pas moyen de suivre un patient par l'intermédiaire de messagerie sécurisée. Et ça, je sais, justement parce qu'on discute avec eux depuis très longtemps, qu'ils sont en train de travailler sur le sujet. Une autre question? Moi j'ai une question. Par rapport
traitement du patient. Vous dites que vous faites passer sa carte vitale et vous considérez que vous avez son accord ou... Oui, c'est ça. D'accord. Ça me gêne en fait. Oui, parce que s'il a sa carte vitale, qui vous donne sa carte vitale, vous lui demandez est-ce que je peux accéder à votre dossier, s'il donne sa carte vitale, c'est qu'il accepte que vous regardiez son dossier. Ou alors, si vous n'avez pas la carte vitale, or ça c'est notre cas le plus fréquent, hein, pour tout ce qui est les RCP, etc., on n'a pas la carte vitale du patient, donc là il faut les habilitations. Et là les habilitations, c'est ce que vous disiez, donc vous avez réglé le problème dans le cadre de votre contrat de soins, ce qui est très bien. Le problème c'est que quand on fait de la circulation inter-établissement, il faut une habilitation formelle, nominative pour les médecins et aussi pour les soignants. C'est pour ça que moi je pense que c'est par l'intermédiaire des portails et par le fait qu'ils vont agir eux-mêmes qu'on va avancer dans le problème. Oui, question dans la salle. Juste présentez-vous. Juste. Ce que j'allais dire. Encore Villa, masseur kinésithérapeute, président de la Maison de santé pluridisciplinaire de Cognola-Mironde et dérogation au RPS kinésithérapeute. Voilà. Donc c'est une question, excusez-moi docteur Biron, je suis peut-être un peu épais à cette heure-ci, mais c'est quoi la différence entre le CISRA, le messagerie de santé et le ZEPRA? Je suis un peu perdu. Merci. Alors, CISRA, c'est GUIA 6. Voilà. C'est le GCS, l'ENRS de Rhône-Alpes. Voilà. Et DPPR, ZEPRA, STIC, ce sont des outils de coordination entre les différents établissements, auxquels on peut rajouter le DCC, puisque moi je me sers aussi beaucoup du DCC Rhône-Alpes. J'en ai pas parlé parce que je pense que on est au-delà de la cancérologie et le DPPR, tout comme le DMP d'ailleurs, c'est un dossier pluripathologique. Alors certes, la cancéro a donné pas mal de l'exemple et un peu en avant, mais c'est pas ça le sujet. Hein. Le DCC, c'est forcément une part, c'est, comme on disait, c'est la vision cancérologique du dossier pluripathologique. Oui, justement, je voulais faire un petit peu un zoom sur l'oncologie. Est-ce que vous pouvez un peu nous illustrer comment ça se passe en racontant un peu l'histoire, en utilisant ces outils, ZEPRA, STIC, DPPR, sur la partie coordination en oncologie? Pas évidemment, pas que avec le CLB, mais avec tous les autres. Alors, dans les outils de CISRA, il y a effectivement un DCC qui est un outil de coordination de RCP qui permet aux gens, depuis leur ordinateur personnel ou dans les établissements, de remplir la fiche de RCP qui va leur permettre d'exposer l'histoire du patient et de poser leurs questions, de mettre à disposition des images, des comptes rendus ANAPAT, etc. Tout ça par voie informatique. Et nous, quand on est en RCP, on récupère cette fiche via cet outil qui est un outil qui voyage sur le web. Et à ce moment-là, ça nous permet de prendre les décisions et de faire une proposition thérapeutique. Une fois que la décision thérapeutique est validée, de la même façon tout à l'heure que je disais, la secrétaire, elle valide, elle envoie dans ZEPRA. Là, c'est pareil. Le médecin ou la secrétaire, elle valide la décision thérapeutique de la RCP et ça part par ZEPRA. Et donc, les gens qui ont posé les questions ont en immédiat leur réponse et en même temps, ça se classe dans le DPPR. Médecin de ville accède, il est dans le lot, j'imagine, sur au moins la sortie ou le suivi. Absolument. Il est dans le lot des gens qui reçoivent un ZEPRA en automatique et en temps réel. Et il faut savoir que le DCC Rhône-Alpin, en plus, il permet d'avoir un rendez-vous non seulement en visioconf, puisqu'on utilise beaucoup la visioconf nous aussi, mais aussi en webconf. C'est-à-dire que si le médecin traitant a lui-même rempli sa fiche et demande à accéder à la RCP, il peut y accéder sans bouger de son bureau par la webconf, parce que le réseau
louent des salles virtuelles de RCP qui sont disponibles pour tout le monde. Ok, merci. Une autre question, oui. En fait, vous avez 16%, donc il reste encore un peu plus de 70% des médecins. Vous avez une idée de leur réticence? Parce que, voilà, par rapport à l'accès aux dossiers partagés, parce qu'on est dans l'oncologie, en fait, où le rôle du médecin généraliste est vraiment déterminant. Là, quand je parle de ZEPRA, je ne parle pas du tout de cancéro. Là, je viens de faire juste un aparté sur la cancéro. Mais tout ce que j'ai dit sur le DPPR, sur l'IPPR et sur ZEPRA, ce n'est pas de la cancérologie. Nous, ça nous intéresse parce qu'on fait partie des établissements de Rhône-Alpes, mais les hospices civils de Lyon, le CHU de Grenoble, le CHU de Saint-Étienne et la plupart des grands centres hospitaliers de la région Rhône-Alpes envoient du ZEPRA, justement parce que, en plus, c'est dans leur CEPOM, c'est-à-dire que ça a été négocié avec l'ARS. Alors j'ai deux questions qui concernent plus spécifiquement le patient. Deux aspects. Vous m'entendez? Vous parlez vraiment beaucoup de l'accès du patient à son dossier. Je ne veux pas que mon intervention soit mal interprétée, mais et sans vouloir être paternaliste, nous ici, il se trouve qu'on a des patients qui ne vont pas forcément avoir accès aux informations dans le sens où ils ne vont pas les comprendre. Donc est-ce que, et je pense qu'en oncologie, vous y avez été confronté aussi, donc comment ces données sont partagées, mais surtout, plus que partagées, expliquées? Et d'autre part, parallèlement à ça, vous avez bien dit que le point d'entrée, c'est la carte vitale pour le patient ou les habilitations. Nous, il se trouve qu'on a une très forte proportion de la population qu'on accueille qui n'a pas de carte vitale, qui ont soit une carte d'AME, dans le meilleur des cas, soit rien du tout. Donc, est-ce qu'on peut faire une habilitation, par exemple, sur un passeport brésilien, sur autre chose qu'une assurance sociale, on va dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La carte vitale, bon, je réponds à la deuxième question d'abord. La carte vitale, c'est ce qui nous a paru le plus pragmatique pour tracer l'accord du patient. Mais on sait très bien qu'on a surtout besoin des habilitations. Et ça, une habilitation, on a des formulaires papier qui sont où les gens écrivent à la main les médecins qui veulent habiliter. Ce qui est important, c'est qu'ils le signent. Et puis après, ça, c'est scanné dans le dossier. Donc, au contraire, l'IPPR Rhône-Alpes va bien au-delà des capacités de la carte vitale, puisque les enfants n'ont pas de carte vitale, les étrangers n'ont pas de carte vitale, etc., etc. Donc on répond plus à plus de problématiques que la simple carte vitale. Alors deuxièmement, l'accès des données aux patients. Vous avez parfaitement raison. Donc nous, on a effectivement, d'autant que, comme vous le savez, en cancérologie, il y a ce qu'on appelle le dispositif d'annonce. C'est-à-dire que le patient doit avoir l'explication des données qui le concernent, et il est hors de question qu'il accède à ces données avant que cette consultation n'ait lieu. Donc nous, au CLB, on a réfléchi à des documents qui sont envoyés en automatique, parce que justement, c'est compte rendu de consulte, des comptes rendus de radio ou je ne sais quoi. Et puis, on a des envois sous condition. Donc, sous condition, c'est la NAPAT, le compte rendu opératoire, où on attend qu'il y ait eu une consultation d'annonce qui a réellement été faite. Parce que nous, dans notre système, elles sont cochées, les consultations d'annonce. Donc, une fois que la consultation d'annonce a été cochée, hop, ça libère les documents en question. Mais avant, ils n'étaient pas visibles. Et puis après, il y a des données qu'on n'envoie jamais. Les données autour des tiers, recueillis par un tiers, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose c'est une réflexion qu'on a fait faire à la CME, justement pour se mettre d'accord sur ces choses-là. C'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage. D'une part, l'HAD
Je vais d'abord parler de l'HAD. L'HAD est un établissement qui couvre toute la bordure côtière au niveau de son rayon d'action, HAD Guyane, et qui prend en charge des patients de Saint-Georges jusqu'à Patou. Et de ce fait, l'existence d'un dossier patient informatisé est vraiment fondamentale, car elle permet une coordination optimale entre les différents acteurs qui interviennent autour du patient, que ce soit des médecins, que ce soit des soignants ou que ce soit des transversaux. Par transversaux, j'entends bien entendu tout ce corps professionnel qui inclut psychologues, diététiciens et masseurs-kinésithérapeutes ou ergothérapeutes. Donc on a pour l'instant un dispositif interne qui est une émanescence de docteurs qui a été mis en place par le docteur Bouix. Et puis peut-être que dans l'avenir, on viendra à autre chose, bien entendu. Mais cette coordination, elle se fait donc déjà. Nous, on la vit au quotidien en HAD et elle est vraiment fondamentale. Ensuite, au niveau réseau, que peut-on attendre d'un dossier patient informatisé au niveau du réseau? C'est évidemment le rôle du réseau de cancérologie, c'est de coordonner les professionnels entre eux, de façon à faciliter ces échanges interprofessionnels et de façon à faciliter évidemment la prise en charge du patient. Alors en Guyane, on n'a pas encore de groupement de coopération sanitaire en cancérologie, cela viendra peut-être un jour. Quoi qu'il en soit, il y a des activités de traitement médical du cancer qui ont lieu, que ce soit donc au centre hospitalier de Cayenne, à Kourou, ou bientôt à Saint-Laurent-du-Maroni. Et avec un établissement de partenaires en métropole qui est bien entendu le CLB, Centre Léon Bérard. Alors là où je voudrais en venir, c'est que la prise en charge, les bonnes pratiques de cancérologie veulent que ce soit structuré avec donc une démarche qualité au quotidien avec justement le 3C qui est la cellule de coordination cancérologie, et tout a été mis en place et codifié par l'INCa, que ce soit le diagnostic d'annonce, que ce soit la remise du plan personnalisé de soins, et que ce soit bien entendu les réunions de concertation pluridisciplinaire, puisque maintenant le traitement du cancer d'une façon globale n'est pas l'affaire d'un seul praticien, c'est l'affaire de toute une équipe qui inclut les anapathes, les cancérologues médicaux, les chirurgiens qui sont autorisés à opérer en chirurgie carcinologique, et tous les oncogénéticiens, et j'en passe, et la liste serait longue. Donc les réunions de concertation pluriprofessionnelle actuellement pour les patients atteints de cancer en Guyane ont lieu localement avec Lyon, à l'autre bout de l'Atlantique, si je puis dire, pour ce qui est des patients traités par Lyon, car il n'y a pas que Lyon qui traite des patients atteints de cancer en Guyane. Mais en tout cas, pour ce qui est de Lyon, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires régulières, et l'adoption du dossier communicant de cancérologie, par exemple, qui est un peu la version cancérologique du DPI, sera un outil précieux, tant pour échanger, justement, comme le disait Pierre Biron, les informations nécessaires à l'appréhension du parcours patient et à l'évolution de sa maladie, que pour des données statistiques rétrospectives. Si on veut savoir quel est le nombre de RCP qui ont eu lieu, où en est le patient dans son cheminement, dans son parcours, ce sont vraiment des données dont on ne peut plus faire actuellement l'économie. Et on peut avoir ensuite des transversalités, par exemple je pense au registre des cancers, qui cherche à récupérer des données sur les cancers pour établir justement des statistiques avec des impacts de santé publique derrière. Et je crois que c'est vraiment fondamental qu'on réussisse à mettre en place tous ces dispositifs qui seront utiles. Alors évidemment, il faut le moins possible de fractures numériques. C'est quand même une réalité en Guyane. C'est peut-être pas rédhibitoire, j'espère que les choses évolueront. Et puis, c'est tout un système qu'il faut acquérir. À la base, il y a quand même des professionnels de santé. Les professionnels de santé ne sont pas forcément des professionnels de l'informatique. Et il faut que les outils restent accessibles et utilisables. Il faut que ça reste un outil. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Bonjour, Sophone Kane, je m'occupe de la télémédecine pour le chat. La question, c'est l'appli sur iPhone là, que vous avez présentée, c'est juste c'est encore en développement, c'est utilisé déjà, et qu'est-ce qu'on y accède, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça s'appelle Mon Cisra Mobile.
C'est la version mobile de Mon Sisra fixe, c'est-à-dire qui permet aux médecins, notamment libéraux et généralistes, d'accéder à leur file active, au compte rendu de RCP, etc. Donc l'outil mobile, il permet aussi d'accéder à sa file active et à ses notifications RCP, et donc il permet aux soignants aussi de pouvoir avoir la liste des patients auxquels dont il faut qu'ils passent au domicile pour les suivre, et ils peuvent avoir un fil d'actualité avec les médecins. Donc ça existe. Les usages ne sont pas du tout en rapport avec ce que je vous ai montré sur Zepra. On est là aussi, on est au tout début. Mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Et il y a une chose que je vais profiter de votre question pour le dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important quand on fait de l'informatisation, c'est qu'il faut faire des tableaux de bord. Et il faut noter la succession des choses. Et il ne faut pas avoir peur de commencer par zéro. Parce que de toute façon, on commence toujours par zéro, mais si on est tenace et si on insiste, eh ben, petit à petit, on voit que les usages ils augmentent. Et c'est pour ça que, bon, certes, Mon Sisra mobile, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de monde, je crois qu'ils sont 270 par rapport aux 10 000 qui utilisent Zepra, vous voyez. Mais ça fait rien. Petit à petit, ils vont s'y faire. Merci. C'est l'ambition de cette journée, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est de faire le décollage, quoi. Donc vous avez là un petit groupe de personnes, si je comprends bien la situation, je parle sous le contrôle des acteurs de terrain, hein. Vous allez avoir un petit groupe de personnes qui ont commencé à incuber un projet, qui ont une vision, une volonté. On va proposer un outil pour pouvoir faire du parcours coordonné de santé. C'est bien, il y a des solutions qui existent, voilà, des solutions hospitalières, des solutions industrielles. Donc vous avez des outils, des techniques. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est pas la technologie qui va être votre frein. Sauf que tout ça, ça peut pas marcher aujourd'hui. Ce rêve-là, c'est un squelette, c'est une boîte qui est pour l'instant vide de vos projets médicaux. Voilà. Donc, si les professionnels et de tous bords, hein, pas que de l'hôpital, parce que justement c'est ça qui est innovant sur l'UIA6, c'est que c'est d'emblée un projet parcours de santé. Si vous n'investissez pas le projet, enfin je veux dire c'est même si vous en prenez pas le contrôle, ça marchera pas. Ça va pas marcher. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet technique avec des outils qui seront à disposition et en fait qui n'aura pas de sens pour les professionnels et pour les patients. Alors c'est là que je vais te faire le piège en fait, c'est là que je vais te passer le... Parce que je pense que vous avez tous des histoires de chasse par rapport à ça, et Christian a des histoires de chasse sur des projets qui peuvent marcher et des projets qui peuvent ne pas marcher, quoi. Voilà. À toi la parole. Alors, soit je fais comme ce matin, je raconte les histoires de 92-93, où là, moi aussi j'ai informatisé un dossier sur l'ensemble d'un établissement. Ou alors plus simplement, pour citer deux exemples, depuis un an que je suis arrivé au Char. Un projet qui marche pas. On a eu l'illustration ce matin avec l'intervention du docteur Simkovic. Un projet qui marche pas, tout simplement, si on regarde dans le portage du projet, dans la gouvernance du projet, on ne retrouve pas de médecin. Bon, pour moi c'est clair. C'est pas la peine de chercher plus loin. Un projet qui est porté ni par l'équipe du système d'information, ni par les métiers. On peut mettre beaucoup d'argent dedans, on peut attendre très longtemps, mais on arrive à ce genre de commentaires, du genre, ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on ne doit pas continuer, dites-moi docteur, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'en profite parce qu'à l'ANA, vous savez, on est des fous des indicateurs, hein, et le docteur Biron m'a permis de délirer sur ce sujet. Tu as des indicateurs pour dire que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de médecin par exemple, c'est quoi ton indicateur? Pourquoi tu dis ça? Tu me disais tout à l'heure, il y a des réunions en fait et... La gouvernance de ce projet, c'est un comité de pilotage tous les 15 jours où de temps en temps il y a des médecins, pas toujours les mêmes, qui viennent.
où on parle plus du PC qu'il faudrait déplacer d'un poste à un autre, ou d'une imprimante qui serait mieux de changer parce que ça ferait mieux, plutôt que du contenu, du paramétrage lui-même. Le paramétrage est confié à la personne du DIM qui suit le projet. Il n'y a pas d'implication réelle du métier. Comme par hasard, il n'y a pas de suite. Et là c'est pas la peine de sortir un beau tableau Excel. Je pense que dès les premières semaines, je suis arrivé au char, j'ai essayé de prendre de la distance avec ce projet que je ne trouvais pas trop intéressant à m'investir. Alors du coup, voilà, moi je vous fais passer des messages de méthodo en même temps. Hein. Nous, on a des indicateurs très simples hein, pour vérifier que la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les docteurs, le métier, qu'elle soit stratégique, hein, par exemple le comité de pilotage du SI fonctionne, ça s'appelle le présentéisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une liste de personnes qui sont censées participer aux instances. Cette liste de personnes, elle est suivie. Puis on mesure le présentéisme, ou l'absentéisme, hein, comme on veut, c'est la même chose, des acteurs clés. C'est bête et méchant, hein, mais nous, c'est ce qu'on regarde, quoi. Donc quand vous avez un comité de pilotage qui est censé se réunir 3 fois par an avec le DG ou le DGA, hein, et qu'en fait, il se fait toujours représenter, en fait, il n'y a pas de pilotage stratégique, c'est pas compliqué. Quand vous avez un copil projet, où vous avez le patron du pôle ou le promoteur métier qui est censé être là, et qu'en fait, il n'est pas là, en fait, il n'y a pas de pilotage du projet. Voilà, c'est bête et méchant. J'en profite pour faire de la méthodo bas de gamme, hein, mais t'as des belles histoires aussi, je crois. Ouais, alors là, je vais faire de l'anti-méthodo. Vas-y, on est solide. Et sur un projet qui marche super bien, un projet qui a commencé à exister il y a même pas 6 mois et qui est rendu dans sa phase active. On n'est plus vraiment en mode projet. C'est le projet Logipren. Madame Favre qui est dans la salle pourrait nous dire en 3 mots ce qu'est ce projet, ce que ça fait. C'est un logiciel de prescription qui a été élaboré par des néonatologistes, pour les néonatologistes, parce qu'on a des problématiques de prescription qui sont très spécifiques, parce qu'on doit tenir compte de l'âge, du terme, de l'âge civil. Enfin bon, donc c'est un peu compliqué, que 90% de nos prescriptions se font hors AMM, donc on a intérêt à sécuriser ce que l'on prescrit et que c'est impossible de maîtriser tout ça. Donc ça a été un projet de recherche qui est porté par le CHU de Lyon, de la Réunion, pardon. Voilà, donc on a surfé la vague, on était obligé de faire préparer les nutritions parentérales en pharmacie. Donc ça a été une recommandation forte gouvernementale, donc de se rajouter cette contrainte-là d'informatiser ces prescriptions. Donc nous, on était très partants, effectivement. Oui, c'est clair que on l'a porté, on le voulait. Donc en quelques semaines, ce projet mené directement par le docteur Favre et le service info, en quelques semaines, ce projet a été bouclé. L'ensemble des contraintes et des besoins élaborés, et on a commencé à faire des comités de pilotage après. Donc aujourd'hui, on est arrivé au bout. La pharmacie fonctionne. Et l'ensemble du logiciel est en place. Et ce, en moins de 6 mois. Tout ça pour dire que la méthodo est indispensable, surtout si les choses ne vont pas vite, et ne sont pas bien organisées par les professionnels eux-mêmes, et en relation avec le système d'info, qui est là pour répondre, qui n'est pas là pour imaginer à la place d'eux. Et là, on voit que dans ces cas-là, ça marche très bien et très vite. Mais à condition qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de tout ça. Auquel cas, il faut revenir très vite à la méthode. Voilà 2 exemples. Je suis Florence Hubert, je suis médecin au CHAR et présidente du réseau Kikiwi. Donc je m'intéresse spécifiquement à la question de la prise en charge des patients infectés par le VIH. Nous, on a une problématique que vous n'avez pas trop soulevée, mais bon, je suis arrivée un peu tard, donc peut-être que j'ai raté le coche, qui est qu'on bénéficie actuellement d'un logiciel métier qui nous convient tout à fait, qui s'appelle Nadis, qui est géré par une boîte privée, Fedialis, et dont on s'interroge beaucoup sur la question de la pérennité compte tenu de ce que vous venez de présenter. Est-ce que un logiciel métier tel que Nadis est compatible avec un dossier régional informatisé?
Est-ce qu'il faudra trouver d'autres solutions? Est-ce que ces autres solutions seront aussi performantes que NADIS, qui pour l'instant nous convient, mais vraiment très très bien, et qui permet en plus de compiler les datas des patients VIH au niveau national? Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui sont en suspens pour nous. Alors moi, je peux donner qu'un premier niveau de réponse, mais après, la réponse, je pense, appartient beaucoup plus au CHAR et au GCS, mais dans cet ordre-là, je pense. Le premier niveau de réponse, c'est que la question, c'est quels sont vos besoins, enfin, qu'est-ce que fait ce logiciel? L'outil, en fait, c'est 50% du sujet. Hein. Donc, il faut que vous soyez en mesure de décrire précisément tout ce que fait le logiciel, tout ce qui fait bien, tout ce que vous voulez garder, pour à un moment être en mesure de savoir si ça peut être fait par un autre outil. Voilà. Mais la première question, c'est pas l'outil. La question, c'est le besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut écrire ce qu'on appelle un cahier des charges ou des spécifications fonctionnelles, si ce n'a pas été fait, pour vérifier qu'en fait, ces choses-là peuvent être reprises dans un autre système avec le moins de pertes possible s'il vient à l'arbitrage que le système ne doit pas être conservé pour une raison d'intégration. Et donc, besoin initial, écriture de spécification ou de cahier des charges. Avant tout, l'outil, c'est secondaire comme choix. Ça va être de garder l'historique des données, en sachant qu'on est dans des systèmes qui ne sont pas des systèmes libres, hein, qui ne sont pas des systèmes ouverts. Voilà, on a quand même un outil qui est en place depuis 2007 avec des patients séropositifs qui ont leur dossier depuis, pour certains, une vingtaine d'années intégrés dans ce logiciel. Qu'est-ce qu'on pourra conserver de tout ça si tant est qu'on doive mettre NADIS aux oubliettes? Ouais, j'ajouterais moi une troisième hypothèse. La première, effectivement, vous continuez à utiliser NADIS. Et comme vous le faites actuellement, en plus d'utiliser un dossier qui, lui, est partagé avec les autres. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que vous abandonnez NADIS parce que après avoir bien établi toute la liste de vos besoins, on s'aperçoit que le logiciel retenu par le GCS convient à 100%. Il ne restera plus que le problème de l'historique à voir. Et puis la troisième, c'est est-ce que dans les fonctionnalités qui ne seraient pas couvertes par le GCS, dans les fonctionnalités qui seraient couvertes par le GCS, est-ce qu'il pourrait y avoir une interconnexion entre NADIS et le GCS de manière à éviter le double emploi? Parce que tous les logiciels de réseau, aujourd'hui, que ce soit NADIS ou que ce soit les autres, ont tous le même problème. C'est qu'ils sont isolés du reste, ce qui fait qu'on ressaisit tout en double, avec des risques énormes d'avoir des informations discordantes entre le dossier hospitalier ou le dossier personnel et le dossier de réseau, et avec de fortes chances d'avoir les deux incomplets. Donc aujourd'hui, il faut essayer de rationaliser tout ça. Donc la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que toutes les données que vous saisissez en double, enfin, que vous êtes obligé de ressaisir dans NADIS, puissent être importées d'un autre logiciel. Est-ce que ça sera réalisable? Pour avoir travaillé avec ces gens-là il y a quelques années, c'est pas simple. Vous le dites vous-même, c'est très fermé, très verrouillé de partout. Bon, peut-être que les structures nationales peuvent inciter justement les développeurs un peu trop enclins à tout verrouiller, à ouvrir ou disparaître, mais c'est pas normal de se retrouver dans les situations dans lesquelles on se retrouve avec des logiciels comme celui-ci. C'est un bon exemple. Ça veut dire que vous avez, je vais te passer la parole, vous avez un gros travail de description de ce qui existe, non pas en termes d'outils. Hein. La carte des applicatifs en place, je pense qu'elle est quasiment connue, elle est quasiment faite, mais de description de ce que font actuellement vos outils dans l'existant pour arriver à faire les bons arbitrages au niveau du dossier patient mutualisé. Parce qu'il y a votre cas, il y a le cas des réseaux qui sont informatisés, il y a le cas, enfin voilà, il y a le cas de l'HAD, il y a le cas des dossiers d'établissement. Donc il y a une vraie, et ça c'est un travail qui est long et important et lourd et qu'il faut démarrer maintenant parce que votre dialogue compétitif est censé démarrer dans pas très longtemps, si j'ai bien compris. Et donc il est important que ce travail soit fait le plus vite et le plus tôt possible pour pouvoir faire les bons arbitrages. Et il faut être assez, je dirais, relativement détaillé pour qu'il n'y ait pas de perte de fonctionnalité dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon le système cible, quoi. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut monter dans le bateau, que les docteurs doivent y aller, sinon ça va être compliqué. Hein. Il va y avoir des décisions un peu à l'aveugle et qui peuvent être un peu hasardeuses, quoi.
Oui, un petit mot, Florence. Donc, j'en ai parlé en début, je ne sais pas si tu étais là. Je crois que le message qu'il faut bien comprendre, c'est que le GCS n'est pas là pour amener un outil par le haut et à dire aux professionnels, voilà, maintenant, vous avez un nouvel outil, c'est le DPI, utilisez-le. Non, on a bien expliqué qu'effectivement, c'est ça qu'on ne va pas faire. Hein, ce qu'on va faire, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait une concertation avec les professionnels, essayer de comprendre quels sont les logiciels existants, ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien. Nous, ce que nous souhaitons simplement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un partage, donc qu'il y ait quelque chose de régional et de partagé. Mais après, au niveau de chaque établissement, effectivement, il faut que les professionnels de santé expriment leurs besoins. C'est un peu le message qui doit être entendu. On a parlé de projet médical. Par rapport à l'outil, effectivement, il faut que les professionnels de santé, à tous les niveaux, hein, infirmiers, kinés, psychologues, etc., enfin, tous ceux qui sont concernés par la santé par leurs patients, qui ont des besoins très différents tous. Entre effectivement un ergothérapeute installé en ville et puis effectivement une spécialiste du VIH avec plein de patients, une cohorte très importante, on n'a pas les mêmes besoins, mais chacun doit pouvoir répondre à tout cela. Donc il n'y aura pas un outil qui va venir par le haut, c'est une expression de besoin. J'ai vu également chez la personne du réseau Géronto est partie, Mme Nouvelet, mais effectivement on a vu un exemple de ce qui se passe au niveau médico-social sur Beauvais. Eh bien oui, il y a des choses à faire dans le médico-social, mais bon, aussi par rapport à des... là, pour le coup, ça intéresse le maintien à domicile des personnes âgées. Donc, mais on voit bien que là aussi, c'est un projet qui est venu de la base, de besoins, et non pas, c'est pas venu par le haut. Donc voilà, il faut que les professionnels de santé expriment leurs besoins dans le cadre, effectivement, avant et pendant la procédure qui va durer plusieurs mois, hein, de façon à ce qu'on soit sûr que quand on va acheter l'outil, il a été préparé dans les têtes pour être utilisé en fonction de nos besoins. C'est vraiment ça. Donc, NADIS, si ça vous va, si ça remplit parfaitement son rôle par rapport à votre gestion des patients, il faudra le garder. Et puis, si effectivement il y a besoin de partager certaines informations qu'ils ont dans NADIS, parce que effectivement ça va intéresser le médecin traitant ou une structure autre qui va, effectivement, là, ce sera un travail pour le coup technique, de connexion. Hein, mais ça, c'est jamais des obstacles techniques. Je voudrais juste revenir sur une ligne qui était écrite sur une des slides de Pierre Béron. C'est le dossier régional, c'est une initiative régionale, mais c'est avant tout un projet d'établissement. Donc, et que dans tous les cas, je vous cite à nouveau, les règles doivent être fixées par la CME de chaque établissement. Donc, il faut absolument que placer le GCS en fédérateur, mais pas en situation où il serait amené à décider quelque chose que vous n'auriez pas décrit. Parce que si on ne décrit pas les choses, ils n'auront rien pour aider à leur choix. Aujourd'hui, moi je parle pour le char, je suppose que les autres ne sont pas dans ce cas-là, mais au moins pour le char, je ne suis pas certain qu'on ait fini notre travail de définition de ce qu'on attendait du dossier patient interne et encore moins du dossier patient régional. Il y a des choses, on veut l'informatique, on veut l'informatique, oui, mais réellement, concrètement, pourquoi faire c'est peut-être parce que je n'ai pas encore la culture du char, parce que ça fait un peu plus d'un an que je suis là, mais j'ai pas encore vraiment, moi, saisi les attentes des uns et des autres sur le dossier, ce qu'ils sont prêts à abandonner dans un premier temps, ce qui est indispensable tout de suite, ce qu'ils veulent voir et la manière dont ils veulent le voir, le temps, on parlait de clic, mais le temps qu'on est prêt à consacrer à certaines missions et ce qu'on ne peut pas accepter de voir augmenter en temps lié à l'informatisation, on sait que globalement, il y a des tâches qui vont se transférer, il y a des charges qui vont être rapprochées du médecin lui-même, des soignants, de tout le monde. Donc, il y a des choses qui seront inévitables. Par contre, il y en a d'autres qui sont que vous pourrez mettre en prérequis. Ça, je n'accepterai pas ceci, cela. Et c'est bien à vous le corps médical, à vous les soignants, de fixer toutes ces règles-là avant qu'on soit amené à choisir les choses. Et lorsque tout à l'heure tu parlais du comité, des différents représentants des établissements et des structures au niveau du GCS, encore faut-il que ces représentants représentent réellement
un travail qui a été fait en amont. Et là, aujourd'hui, je suis peut-être négatif, mais je ne suis pas persuadé que ce travail ait suffisamment été mené dans les structures. Non, mais juste rajouter une chose dans la réflexion, et c'est votre réflexion justement qui me le fait penser, c'est que ce qui vous importe, c'est que vont devenir les données que vous avez recueillies pendant des années. Qui est propriétaire de ces données? Qui va pouvoir les analyser? Est-ce vous ou est-ce quelqu'un d'autre par l'intermédiaire de ce dossier? Et je pense que dans l'écriture du cahier des charges et dans l'écriture de ce qu'on veut réellement voir arriver de l'informatique, le fait d'être propriétaire de ces données et d'être capable de les analyser, c'est absolument fondamental. Et c'est pour ça, moi, je partage totalement l'opinion de Didier Alain. C'est vraiment aux médecins de s'impliquer pour savoir ce qu'ils veulent faire de l'informatisation avant que ce soit d'autres qui fassent la médecine à leur place. Il y a une obligation, enfin il y a une obligation, c'est pas une obligation légale, mais une bonne pratique dont on ne peut plus déroger maintenant dans aucun marché d'informatisation en santé, c'est d'écrire les clauses de réversibilité. Voilà. Ça, je peux vous dire, alors, le problème c'est que ça fait fuir un industriel sur deux. Mais quand on écrit bien la clause de réversibilité, c'est-à-dire tu dois être en mesure de me restituer des données dans un format autrement que du PDF, parce qu'en fait, ce qu'ils vont vous proposer, c'est ça. Hein. Ils vont vous dire, mais je suis capable de vous le restituer, je vous crache tout en PDF. Voilà. PDF, c'est des documents non structurés, peut-être mieux que rien, hein, ceci dit, hein, mais voilà. Donc il faut écrire les clauses de réversibilité et les écrire de façon extrêmement verrouillée. C'est assez compliqué. Il faudrait qu'en théorie, les éditeurs soient capables de restituer les données sous un format structuré qui n'est aujourd'hui pas standardisé. Pas totalement. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qui commencent à l'être, mais qui ne sont pas standardisées, mais qui soient réimportables. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs années. C'est encore aujourd'hui un peu un vœu pieux pour un certain nombre d'applications, mais il faut verrouiller ça. Je voulais juste finir, en ce qui concerne mon propos, sur le fait que vous êtes, si j'ai des informations correctes, une quarantaine à peu près de structures au total, sanitaires, médico-sociales, et puis un certain nombre d'acteurs de la ville qui sont, j'imagine, quelques dizaines ou centaines. Bon. Vous avez cette chance immense de pouvoir travailler presque tous ensemble en vous connaissant tous les uns les autres. Alors que vous partiez de l'établissement, que vous partiez d'abord de l'ensemble pour aller après dans l'établissement, etc., j'allais dire peu importe la trajectoire. Vous avez cette chance, comme la Réunion, comme la Martinique, comme la Guadeloupe, de pouvoir travailler en forte proximité, en vous connaissant personnellement quasiment les uns les autres. Mettez à profit cette chance pour vous mettre d'accord, obtenir, non pas le consensus parce que ça n'existe pas, mais les compromis sur les décisions, et vous utilisez l'avantage compétitif de votre contexte guyanais. Ça n'existe pas ça en métropole. Donc profitez de ça parce que vraiment, la Réunion a transformé cet essai. Ils ont réussi grâce à cette communauté à faire. Bon, en plus, ils ont eu beaucoup d'argent en plus. Bon. Et je disais hier que l'argent ne fait pas tout, mais ça résout plein de problèmes. Mais voilà, ça c'est très important. C'est un message de fort espoir là qu'il y a dans ça, quoi. Je suis pharmacienne, mais j'étais aussi vice-présidente de la CME. Donc j'entends bien le message. Les médecins, il faut vous impliquer. On ne fera rien sans projet médical. Il faut prendre le bébé à bras-le-corps. Et encore une fois, moi j'ai dit que j'étais dans l'énergie positive et prête à le faire. Seulement, là vous me dites au pied du mur, installez-vous autour d'une table et dites-nous ce que vous voulez comme projet fonctionnel. Je vais vous répondre, j'en sais rien. Enfin si, je peux partir de la base de mon dossier papier actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi un accompagnement. C'est bien beau de dire, il faut savoir ce que vous voulez, mais nous, que ce qui existe sur le marché, on ne sait pas, comment ça peut se présenter, etc. Il faut qu'il y ait quand même... Oui, effectivement, je pense que le rôle d'accompagnement justement à la description de ce besoin et à l'expression de ce besoin, il incombe en partie au GCS, c'est-à-dire que le GCS peut vous accompagner. Par contre, on pourra pas écrire les besoins à votre place. On peut vous aider à faire émerger ces besoins. Et tout à l'heure, Didier en parlait. Il y a des méthodes qui existent. Il y a des outils qui permettent de faire émerger tout ça. Et effectivement, nous, on est là pour vous accompagner dans cette démarche. De toute façon, soyez tranquille. Hein, le point de départ, c'est le projet médical. Hein. Enfin, je veux dire, déjà, si le projet médical il tient la route, à savoir, il est un peu solide et il engage correctement les professionnels d'établissement, s'il est un poil pas trop désaligné avec le PRS,
voilà, vous avez une base solide. Alors après, puis je vous rappelle que vous allez avoir pour les GHT un projet médical à écrire, quoi. Donc c'est le moment ou jamais d'écrire le projet médical du GHT, qui est déjà le gros bout du projet médical parcours de soins, un gros bout qui fait pas tout, hein, mais donc l'écriture de ce projet médical partagé, c'est peut-être en plus l'occasion. Je vais devenir fou, hein, mais enfin l'occasion en Guyane de se dire, on va faire un projet médical de GHT qui est en fait un projet de territoire. Le GHT, c'est pas le territoire, il n'y a pas la ville dedans, il y a pas, il peut y avoir le CMCK, mais pas forcément, il n'y a pas le médico-social. Donc peut-être que l'écriture de ce projet médical de GHT, dont le premier jalon est le 30 juin 2016, c'est peut-être l'occasion, l'opportunité de dire on va faire un vrai projet médical de la Guyane et pas juste le projet des hôpitaux. Parce qu'en vrai, un projet médical de territoire, c'est pas un projet des hôpitaux, c'est forcément un projet du territoire, quoi. Donc c'est ça votre fondamental. De toute façon, les informaticiens, quand il y a une bonne stratégie médicale, 80% des problèmes sont réglés, quoi. Hein. On sait où on va, hein. Et il faut que ce soit écrit. C'est assez drôle qu'ils aient refait l'erreur d'appeler ça GHT. Parce qu'en fait, il y a eu les ARH. On s'est rendu compte que ça répondait pas à tout, alors on les a transformés en ARS. Et on aurait mieux fait de faire des GST. Moi, j'ai bien compris qu'il nous restait beaucoup de travail, qu'on allait devoir s'investir, qu'il allait falloir qu'on accompagne effectivement toutes les structures, et pas seulement les établissements sanitaires, mais les structures médico-sociales, les URPS et les réseaux dans l'accompagnement à l'émergence finalement de ce projet médical régional, et que c'est sur cette base-là qu'on allait pouvoir construire une informatique efficace pour les patients et ensuite efficace pour les professionnels de santé. Voilà, donc je voulais remercier particulièrement tous les intervenants qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir. Le docteur Ludon, le docteur Biron, Jacques Carbas qui a accepté gentiment d'animer ces tables rondes, Didier Alain pour la NAP, Christian Blanchetière également qui a bien voulu participer en nous faisant part de son retour d'expérience. Oriane pour la RSSI régionale qui nous a fait une présentation et qui a un peu démystifié cette grosse nébuleuse sécurité informatique, et le retour d'expérience de Rhône-Alpes, et sans oublier le docteur Sangaré qui nous a fait une présentation locale pour le coup, et qui nous montre effectivement que c'est possible, on peut y arriver, et en plus ça existe.